Bonjour et bienvenue sur Réenchanter le monde. Nous sommes très fiers de vous emmener à la rencontre de Stéphane Alix, journaliste, réalisateur, écrivain. Après avoir été grand reporter de guerre, il a consacré ses 15 dernières années à un travail très approfondi sur la question mystérieuse et essentielle de la mort. En 2007, il crée l'INRES, l'Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires, qui rassemble de grands scientifiques, médecins, philosophes, astrophysiciens, psychiatres, toutes ces personnes qui réfléchissent ensemble, partagent et échangent pour faire progresser cette question. Nous le rencontrons aujourd'hui pour parler de son livre Le Test, dans lequel il met à l'épreuve 6 grands médiums français pour tenter de répondre à cette question brûlante et qui nous concerne tous, y a-t-il une vie après la vie ? Stéphane, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'être venu ici et puis de participer à cette interview. Ça fait longtemps qu'on avait envie de te recevoir à Réenchanter le monde parce qu'on a suivi vraiment tout ton parcours depuis le début à l'INRES. On était dans les premiers amphis de l'INRES, donc on est vraiment très content de t'avoir. On va peut-être démarrer par aujourd'hui, ce que je voulais surtout, c'était parler donc de ton livre Le Test, que tu as écrit à la mort de ton papa. Mais peut-être juste pour expliquer un petit peu ce qui a déclenché ce sujet d'étude pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment, d'un coup, le journaliste d'investigation, le reporter de guerre que tu étais, a commencé à s'intéresser au sujet de la mort, parce que c'est quand même donc ce basculement. C'est par accident au sens propre du terme, c'est-à-dire la mort de mon frère en Afghanistan en 2001. J'avais 33 ans, il en avait 30, il est mort dans un accident de voiture. Et voilà, ce type d'événement, ça catapulte dans ta vie des questions que tu te dis, je verrai ça plus tard, quoi. La mort, j'y penserai quand je serai très très vieux ou quand je perdrai mes parents, enfin, dans des choses. On vit dans une société qui est complètement dans le déni de ce moment-là, on essaie de ne pas y penser. Et là, tout d'un coup, à 33 ans, en avril 2001, je dois ramasser mon frère, je dois téléphoner à mes parents pour leur dire que leur fils est mort. Il est mort dans un accident de voiture. Un accident de voiture, oui. Et dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, je peux plus vivre comme avant, quoi. Il faut que Déjà, moi, je me suis engagé dans la vie professionnelle. Je suis devenu journaliste à 19 ans. Je suis parti en Afghanistan. Enfin, j'ai toujours été appelé par une vraie urgence de comprendre, de donner du sens à ma vie. Et là, quand la mort arrive dans mon existence comme ça, de façon si brutale, ça renforce de façon exponentielle ce besoin de sens, ce besoin de comprendre, ce besoin de réponse. Donc la vie telle qu'on nous la propose dans notre société, juste pensez pas trop au truc, amusez-vous, picolez, profitez, gagnez de l'argent. Déjà, ça n'avait pas de sens avant, là, ça en a encore moins. Et en fait, le problème, c'est que pour penser la mort dans notre société, il n'y a rien, quoi. On te dit, débrouille-toi, va à l'église, va à la mosquée, va au temple, ou alors éventuellement va voir un psy. Ou alors éventuellement va voir un philosophe, lit un bouquin d'Aristote. Mais voilà, entre philosophie, religion, moi j'avais envie Tu avais une religion, tu étais pratiquant d'une religion à ce moment-là ? Pas pratiquant, j'ai une aspiration, c'est-à-dire que la dimension spirituelle pour moi elle est enfouie, elle est là, elle est comme une espèce de promesse non encore rencontrée à cette époque-là. Adolescent, je me suis intéressé pas mal à des questions ésotériques, mais de façon un petit peu marginale et amusante. Et puis tout ça a disparu après quand je me suis confronté à la réalité du monde, quand je suis devenu reporter de guerre. Il n'y avait plus de place du tout pour la réflexion spirituelle, je voyais des gens se tuer les uns les autres. Et même quand j'ai rencontré le Dalai Lama à 21 ans, c'était ma première interview avec lui, la dimension spirituelle du personnage et du bouddhisme m'intéressait pas trop, c'était très secondaire par rapport à la guérilla que les Tibétains avaient menée contre les Chinois. Donc tu vois, j'étais dans une autre optique. Donc qui était déjà proche de la mort, puisque en tant que journaliste de guerre, tu y étais déjà confronté. Ça c'est un élément qui est effectivement troublant, c'est que la mort elle est présente dans ma vie tout le temps. J'ai toujours eu cette fascination, j'ai toujours eu ce questionnement que je maintenais à distance, qui restait intellectuel d'une certaine manière. Même en voulant devenir reporter de guerre, c'était ça. J'étais dans une espèce de fascination un peu naïve pour les grands reporters de guerre, les grands photographes qui avaient travaillé notamment au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Mais c'était un espèce de fantasme, de truc un peu incompréhensible qui aujourd'hui s'est éclairé de façon très claire.
s'éclairer de façon très claire. Ouais. Enfin, qui aujourd'hui s'est vraiment éclairé et je comprends pourquoi j'étais propulsé dans des endroits comme ça si jeune. Mais voilà, pour en revenir à la mort de mon frère, à la mort de Thomas, il s'est passé sur le moment de l'accident quelque chose que j'ai pas compris et que j'avais pas le cerveau pour comprendre. C'est-à-dire que j'étais moi, en état de choc. J'ai pas assisté à l'accident, mais je suis arrivé dessus 2 minutes après. On était à 2 voitures qui descendions sur un site archéologique au sud de Kaboul, et puis la seconde voiture a eu un accident. Donc on a fait demi-tour, on est revenu sur le lieu tout de suite. Et là, devant le corps de mon frère, devant le corps des autres personnes tuées dans l'accident, j'étais dans un état de choc, mais j'ai été paralysé que quelques secondes. C'est-à-dire que cet état m'a rendu complètement inopérant pendant quelques secondes. Et puis très très vite, j'ai repris mes esprits, et là, il a fallu que je m'occupe des corps, de les ramener à la maison, etc. Donc j'étais dans une sorte d'hyper-vigilance. J'étais hyper conscient. C'est-à-dire en contrôle quand même. Mais en hyper contrôle. D'ailleurs, c'est aussi une protection, j'en ai parlé avec des psys après, c'est un des types de protection pour se détacher de l'horreur qui est en train de se produire, c'est de se mettre en hyperréactivité, de faire ça, de faire ci, de faire ça. On est hyperactif. Et donc, c'était mon cas. Mais cette hyperactivité me rendait très très vigilant sur ce qui se passait en moi, sur ce qui se passait à l'extérieur. Or, en tenant la main de mon frère, j'ai eu une espèce d'instinct, de choses qui m'a poussé à m'adresser à lui et à lui dire qu'il était mort. Comme si j'avais l'impression qu'il était dans une espèce de confusion. Mais encore à ce moment-là, j'étais pas dans une croyance particulière, j'étais dans la stupeur de ça, devant le corps mort de mon frère. J'étais pas en train de me dire, tiens, d'après telle tradition spirituelle, il faut faire ci. Non, j'étais dans l'instinct pur. L'instinct qui me disait que il y avait de la confusion sur cette... Que c'était nécessaire de clarifier. Et que cette confusion, elle ne venait pas de moi. Et cette sensation de confusion, cette sensation que mon frère et puis l'autre Français et les 2 Afghans étaient un peu dans une stupeur, j'y pensais même pas à ce moment-là, mais j'avais quand même besoin de m'adresser à eux et de leur exprimer, de leur expliquer ce qui venait de se passer. Et en fait, je crois que tout mon travail jusqu'au test aujourd'hui provient de ce moment où je veux savoir, avec les outils de la rationalité, si j'ai parlé dans le vide ou pas, si mon frère était là à m'entendre et qu'il était effectivement stupéfait de s'apercevoir de ce qui venait de se passer, ou si c'était juste rien, quoi, ou s'il est juste reparti dans le néant. Et en fait, tout mon travail est vraiment parti de ce moment, de cet instant-là, où il y avait quelque chose en moi qui était plus fort que le raisonnement, plus fort que la pensée, plus fort que la réflexion, qui était juste un instinct pur. L'histoire de ce livre, donc je vais juste le résumer rapidement. Donc en gros, à la mort de ton père, tu as décidé donc de mettre en place un test. Tu as mis donc des objets que tu étais le seul à connaître dans le cercueil de ton papa juste avant que le cercueil ne soit refermé. Donc tu étais le seul à avoir cette information. Et après, donc tu es allé voir 6 médiums qui sont des médiums quand même au-delà de ton livre assez connus, assez référents quand même. Pour les personnes qui s'y intéressent. Et donc, tu les as mis donc, en test, c'est-à-dire que tu as cherché à avoir des informations par le biais de ces médiums et surtout essayer de voir si tu arrivais à entrer en communication avec ton père et s'ils arrivaient à nommer les objets que tu avais mis dans le cercueil. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Alors, il y a quand même quelque chose d'emblée quand on lit ton livre qui est frappant instantanément, c'est le besoin de convaincre, le besoin de prouver. Ça m'a posé vraiment question parce que on a quand même le sentiment que tu as quand même un a priori positif dès le départ, que tu es en confiance dès le départ avec ces... Mais il y a quand même besoin de preuves tangibles. Il y a quelque chose. Le fait que je sois convaincu que ça existe, effectivement, j'y suis parvenu au moment du démarrage du test par 10 ans antérieurs de travail sur ces sujets-là. Certains médiums qui sont dans le test, c'est des médiums que j'avais déjà testés dans d'autres circonstances. Dont j'étais sûr à la fois des capacités et de la réalité. La médiumnité est un sujet sur lequel j'ai déjà écrit un livre avant, donc je sais que ça marche, je sais qu'il est possible de communiquer avec l'au-delà. C'était un peu les paramètres de cette communication que je voulais explorer. Donc effectivement, quand je cache les objets dans le cercueil de mon père et que je m'adresse à lui, c'est typiquement une expérience scientifique, c'est-à-dire que je pose une hypothèse. L'hypothèse, c'est que mon père est encore vivant quelque part sous une forme qui lui permet peut-être de m'entendre et peut-être de communiquer avec moi après. Je vais essayer de la vérifier, cette hypothèse. Donc, pour vérifier cette hypothèse, je fais quelque chose que uniquement moi sais que je vais faire, et lui, s'il m'entend, et personne d'autre.
Et ensuite, je vais aller voir des gens qui prétendent communiquer avec les défunts. Et si vraiment ils prétendent communiquer avec les défunts, ben, mon père arrivera à leur donner un message et notamment à leur donner la preuve définitive qu'il a bien entendu ce que je lui ai dit en cachant les objets, en parlant de ces objets-là. Donc, pour moi, en fait, ma relation à ces sujets extraordinaires, elle est double en fait. Il y a à la fois une relation de journaliste. Quand je rencontre un médium qui me dit je communique avec des défunts, je dis ok, cool, ben prouve-le-moi quoi. Je sais que ça marche, je sais que c'est réel, mais qui me dit que toi tu vas y réussir, qui me dit que tu vas réussir à 100%, prouve-le-moi, je voudrais juste comprendre ça. Je ne prends pas tout ce qu'on me raconte comme pour argent comptant, quoi. Et d'avoir une écoute bienveillante, ça ne veut pas dire de tout gober. Ça veut dire accepter que quelqu'un te partage des choses et te dise des choses. Quand quelqu'un vient me raconter une expérience de mort imminente extraordinaire, je ne suis pas en train de me dire il a raison ou il a tort. Je l'écoute. Je l'écoute. Si après j'ai besoin éventuellement de montrer cette expérience dans un film ou dans un documentaire, je vais quand même m'assurer que la personne qui m'en a parlé a toute sa tête et qu'elle n'a pas une raison d'avoir inventé ça. Donc il faut que je trouve quelques moyens. Et là, voilà, quand je discute avec ces médiums et qu'ils prétendent ces choses-là, bah, je veux en avoir la preuve, quoi. Et je suis très rationnel. Ça, j'y tiens parce que c'est... Souvent, on dit oui, mais les cartésiens... Mais je suis cartésien. Je suis le plus cartésien que tu peux rencontrer. C'est pas incompatible. On peut être cartésien et être ouvert à un monde invisible. Mais c'est ça le cartésianisme. C'est ça, la rationalité, c'est de considérer tout ce qui se présente, même ce qui nous paraît extrêmement bizarre, et d'essayer de le faire coller avec notre description de la réalité. Quand on compile un peu, chacun de ces médiums te raconte dans le livre, c'est tout à fait passionnant, hein, moi je l'ai dévoré en une journée, te raconte dans le livre sa propre vision de la mort, de ce qu'est la mort, puis alors avec beaucoup de détails, ce qui se passe au moment où l'esprit quitte le corps, les différentes options en fonction de si c'est une mort violente ou pas, toutes les étapes que l'esprit peut être amené à traverser. Il y a quand même beaucoup de points communs dans le récit que chaque médium a de sa description de la mort. Alors il y a certains éléments qui sont rassurants, je dirais, si on a tous des défunts dans nos familles, donc forcément on se projette, on est vraiment avec toi dans le livre, on se projette aussi. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent être anxiogènes, notamment quand ils font tous allusion aux morts violentes, aux accidents, voilà, tout ce que tu as évoqué au début, le fait que les âmes puissent être un petit peu perturbées, n'ont pas forcément conscience qu'elles soient mortes. Donc là, il y a vraiment des choses un petit peu anxiogènes. Quelle est ta synthèse à toi ? Qu'est-ce que tu en gardes ? Parce qu'il donne énormément d'informations, tout cela. Donc, quelle synthèse tu en as retirée ? Quelle est ta vision à toi, du coup, aujourd'hui ? Moi, j'ai vraiment l'impression que la mort est un prolongement de notre existence. Et qu'il y a certes peut-être un moment un peu de stupéfaction et de comment on appelle ça, de resetting au moment de la mort, mais globalement on poursuit notre existence après la mort avec nos émotions, nos peurs pas réglées, nos colères éventuelles, ou au contraire notre apaisement si on a pu cultiver cet apaisement durant notre existence. Notre psychologie n'est pas transcendée par la mort. On n'atteint pas tout d'un coup un espace de félicité où tout va bien et tout est réglé et on est avec les petits anges, etc. Je suis assez... ce que disent tous les médiums rejoint ce qui est dit notamment dans le livre des morts tibétains et dans ce qu'on appelle le Bardo Thodol qui décrit ça en fait, qui décrit la poursuite d'une existence avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui n'a pas réfléchi à la mort de toute son existence, qui vit dans une vision très athée de l'existence, effectivement, de mourir et de tout d'un coup réaliser qu'on continue à vivre peut poser problème pour simplement réaliser qu'on vient de mourir. Parce que si on a passé toute son existence à dire la mort c'est fini, c'est le néant, si tout d'un coup après un truc un peu bizarre, par exemple un accident de voiture ou quelque chose comme ça, on se retrouve encore vivant, on dit je suis pas mort, mais il va se passer des trucs bizarres, etc. Et ce qu'on appelle les fantômes ou les âmes errantes, sans aller jusqu'à des trucs de cinéma un peu terrifiants, ça peut être simplement ça, comme dans le film de Night Shyamalan, Sixième Sens. Sixième Sens, oui. Ou les autres. Ou les autres, on ne se rend pas compte qu'on est mort. Ça ne veut pas dire qu'on devient un démon malfaisant, ça veut juste dire qu'on est un mec un peu perdu, ou une jeune fille un peu perdue.
oula, jusqu'à un moment où tout d'un coup on va quand même voir des petits signes qui nous sont envoyés, parce que je pense que quand on meurt, on n'arrive pas dans un monde vide et totalement désert, on est dans un espace qui est un peu hors de l'espace, qui est dans une dimension différente de notre existence aujourd'hui, mais dans lequel on peut aussi être aidé et accompagné. Il y a combien de gens en fin de vie qui parlent de leur vision, de proches défunts qui viennent les chercher. Ça, c'est rapporté par des milliers d'infirmiers, d'infirmières dans toutes les cultures. Mais à l'hôpital aujourd'hui, en Occident, aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de témoignages et qui ne peuvent pas être réduits non plus à des cerveaux en délire de personnes très âgées. C'est comme ça qu'on essaie de se débarrasser de ces expériences. Sauf que des dizaines de milliers de gens en fin de vie vivent des expériences où ils disent tiens, je vois mon mari dans la pièce qui est mort il y a 2 ans, il vient me chercher, je n'en ai pas peur, je suis contente. Ou tiens, je vois mon fils qui est mort en accident de voiture il y a 10 ans, il est là, oh là, je suis tellement heureuse. Bon, moi c'est ça que j'adore. Quand ma première idée de journaliste rationnel occidental, c'est de dire bon, bah, tout ça, ça doit être dû peut-être à un cerveau qui est un peu en compote. Et puis quand je discute avec une infirmière, 2 infirmières, un médecin, et puis etc., et que tous me disent bah ouais, on est témoin de ça. Et puis bah non, un cerveau qui délire, on sait ce que c'est. Et là, ça ressemble pas du tout à du délire, c'est pas des hallucinations. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est magique, ça fait tellement de bien aux gens. On entre dans un nouvel univers. Et ça, c'est fascinant parce que cet univers, on peut y accéder de façon rationnelle en gardant les pieds sur terre. Voilà. On a tout intérêt à y croire, hein. C'est le principe du pari de Pascal. On a plus de bénéfices à y croire qu'à ne pas y croire. Donc, j'imagine que tu as rencontré beaucoup de gens, tu as discuté de ce livre avec beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a encore des résistances et pourquoi? Est-ce que tu arrives à sentir ceux qui n'y croient pas, ceux qui mettent en doute? Quel en est vraiment le fond, quoi, la raison? Je pense que notre relation à la mort, elle est pas rationnelle. Elle peut pas être rationnelle. Parce que c'est pas une question. Il y a une vie après la mort, c'est pas une question comme est-ce que je sais pas, est-ce que cette voiture est bleue ou est-ce qu'elle est rouge? La réponse à cette question, à la question de la couleur d'une voiture, n'a aucune conséquence dans notre existence. En revanche, la question d'une vie après la mort a des questions vertigineuses dans notre existence. Donc on peut avoir une relation intellectuelle à cette question en l'abordant d'une façon rationnelle, mais il y a ce monde émotionnel, il y a cette correspondance qu'il va y avoir avec notre propre mort, auquel on va penser forcément. Si on s'intéresse à la vie après la mort, on pense forcément à la sienne propre. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Et là, il y a tout un monde d'émotions qui surgit, d'émotions conscientes et d'émotions inconscientes. On est des êtres qui vivons dans l'existence avec beaucoup de défauts, beaucoup de déni, de choses qu'on n'a pas envie d'explorer parce que ça nous fait trop mal, ça remet en question trop de choses. On se pose déjà des questions de savoir si on fait bien le boulot qu'on voudrait faire. On passe notre vie à faire des compromis. C'est normal, c'est ça l'existence. On fait des compromis pour vivre en couple, on fait des compromis pour trouver un boulot qui n'est pas forcément le truc le plus adapté, pour trouver une maison qu'on voulait acheter, mais bon, c'est peut-être pas ça, mais bon, elle est bien quand même. Voilà, on passe notre vie à faire des compromis, c'est normal, c'est l'existence. Mais ces compromis, ils étouffent des petites choses qui veulent l'essentiel en nous. Alors le bon équilibre, c'est de réussir à trouver une existence où les compromis n'étouffent pas complètement l'être que l'on est. Mais malgré tout, voilà, on s'adapte, on négocie avec la vie. La mort, il n'y a plus de compromis. La mort, c'est ok, c'est fini, on arrête. C'est l'examen. Qu'est-ce qui s'est passé? La peur de la mort, c'est la peur de s'apercevoir qu'on n'a pas vécu la vie qu'on voulait vraiment vivre. Parce que voilà, quand on arrive, il reste une semaine à vivre. Waouh, oh, c'est bête, j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Mais si on a fait tout ce qu'on voulait faire, on s'aperçoit, ça, on le voit en soins palliatifs, on s'aperçoit que les principaux regrets, c'est des regrets de choses qui concernent notre existence passée. C'est pas ce qui nous attend. À la limite, si on arrive au moment de la mort en étant réalisé, en ayant fait le boulot qu'on voulait, en ayant dit ce qu'on voulait à nos proches, ben, on peut avoir de l'appréhension, évidemment, mais on peut être assez serein quand même. Et d'ailleurs, c'est évoqué dans le livre cette idée d'entraînement un peu à se préparer à ce moment-là. Le fait que dans la société occidentale, il y a quand même un déclin des religions, on est quand même très peu entraîné, préparé au moment de la mort. Parce que justement, c'est devenu un sujet assez tabou dans la culture occidentale. Ben oui, enfin, moi je fais partie des gens qui, quand ils doivent faire face à quelque chose, l'anticipent.
Moi, j'ai jamais réussi dans ma vie à laisser traîner les trucs jusqu'au dernier moment. Je peux pas. Si je sais que, je sais pas, je dois payer une facture et j'ai pas les sous en caisse, je la laisse pas traîner jusqu'au dernier moment. J'essaie d'anticiper. Si quelque chose me met mal à l'aise, mais que je vais devoir le faire, j'essaie d'anticiper aussi. Et la mort, c'est pareil. Je suis très loin de ma fin de vie, mais je pense à la mort quasiment quotidiennement. Je vis en essayant de me dire, si je dois mourir dans 15 jours, est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire? Est-ce que je ne regrette pas de trucs? Est-ce que j'ai dit ce que je devais dire aux personnes que j'aime? Et je suis plutôt serein à ce niveau-là. Bon, il y a toujours, j'ai pas envie de mourir dans 15 jours, mais je vis avec cette réalité de la mort possible à chaque instant. Et c'est pas morbide du tout, au contraire, Oui, je suis très apaisé, je suis très serein par rapport à ça, mon entourage aussi. Donc, c'est surtout, c'était ma question principale, c'est vraiment 15 ans d'investigation autour de la mort, c'est quand même pas banal, c'est quand même pas courant. En quoi ça changeait de regard sur la mort, en quoi ça change le regard sur la vie, quoi? C'est vraiment comment ça a transformé ta vie en fait? Ça a transformé d'une façon essentielle, c'est-à-dire que maintenant je suis habité par l'intuition très très forte que la vie dépasse le cadre de mon existence actuelle. Je sais que ça va se poursuivre après. Je sais que ça a commencé avant, dans mon temps à moi. Pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. C'est pas du domaine de la preuve, c'est du domaine de l'évidence physiologique presque. Et plus tu règles de choses maintenant, moins tu auras à les régler plus tard. Ça, c'est d'arriver léger en fait dans la mort, d'arriver sans trop de valises, quoi. Ouais, si tu veux, pour moi, le but de l'existence, c'est pas ici. C'est pas ici. Ici, c'est de l'apprentissage, c'est de la confrontation à des difficultés. Je suis pas ici pour me la couler douce, donc c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'avoir une vie agréable, mais je sais que si je rencontre des difficultés aujourd'hui dans mon existence, c'est pas parce que je suis puni, c'est pas parce que je suis méchant, c'est pas parce que c'est pas cool, c'est des aides. C'est des aides qui vont m'aider à résoudre telle difficulté, tel problème, etc., etc. Alors je sais que c'est difficile d'entendre ça quand on a vraiment des vies de merde, et il y a beaucoup de monde dans notre pays qui ont des vies vraiment pas faciles, chômage, précarité, etc. C'est évident. Mais voilà, j'ai pas été épargné par quelques drames dans mon existence, et il y a, quels que soient les drames auxquels on est confronté, je suis convaincu qu'on a les outils à la naissance pour y faire face. Et que si on parvient à transformer ces épreuves en quelque chose d'enrichissant pour nous, eh ben c'est gagné, quoi. Vraiment, je me suis beaucoup posé la question de l'utilité en fait pendant tout le livre. L'utilité aussi pour le deuil, parce qu'on voit bien, on t'accompagne dans ce deuil que tu fais de ton père à ce moment-là, où tu es encore dans cette phase de deuil pendant que tu écris le livre. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ta famille. Je me suis demandé, est-ce que ce livre les avait aidés? Comment tes proches ont réagi? Parce que c'est très intime comme livre, tu partages. Ah oui. Est-ce que ça a aidé la famille à traverser quelque chose? Est-ce que ça a été vraiment utile de ce point de vue-là? Déjà, le deuil, on a des idées un peu erronées dessus. Le deuil, c'est pas quelque chose que tu fais et puis une fois c'est terminé, puis ça y est, ça va mieux. Le deuil, ça dure toute la vie. Quand on a perdu quelqu'un, on le retrouvera jamais de toute son existence. Donc cette blessure, cette absence, elle est là constamment. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent au bout d'1 an et demi, 2 ans, ouais, moi ça me fait encore mal, je sens encore la douleur, et du coup ils culpabilisent parce qu'ils s'imaginent qu'ils auraient dû finir leur deuil. Non, la douleur de l'absence, la peine, l'absence tout simplement, elle est là constamment. Moi, mon père est mort il y a 3 ans, je suis assez à l'aise avec le fait qu'il est quelque part, mais malgré tout, parfois je me dis, tiens, j'aimerais bien discuter de ça avec lui. J'ai lu un livre d'Alexandre Dumas il y a quelques semaines, j'aurais bien aimé lui en parler parce que je sais que c'est quelque chose qu'il adorait. Bon, alors il y a une partie de moi qui me dit, idiot, il a bien vu que tu lisais ce bouquin, il est quelque part. Puis une autre partie de moi qui me dit, oui, mais quand même, j'aurais aimé en parler avec lui. Donc cette dimension-là, elle est, voilà, pour ceux qui écoutent cette vidéo, faut vraiment concevoir que cette notion de deuil, c'est, voilà, on perd quelqu'un, et ben ça durera toute notre vie. La douleur s'apaise, on peut trouver plus de tranquillité, la souffrance peut disparaître au bout d'un moment, mais cette absence, elle continuera à être là. Ce livre a plutôt été
a plutôt été positif en fait, hein, pour ma famille, ma mère a découvert, mon père a mis beaucoup d'énergie à donner des messages à ma mère. C'est ça, il fait passer pas mal de messages, voilà. c'est très touchant d'ailleurs, on voit bien qu'on sent qu'il veut faire passer des messages. C'était quelqu'un d'assez discret dans toute sa vie, et puis c'était un mec, donc comme les mecs, on oublie souvent de dire à nos femmes qu'on les aime, et voilà, donc mon père a peut-être un peu rattrapé ce truc-là, et ça a été quelque chose de très touchant pour ma maman de découvrir ces messages les uns après les autres. Il y a des personnages aussi qui apparaissent comme un oncle, il y a un frère qui est évoqué à un moment donné. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que dans ce livre, il y a à la fois... quand je suis allé voir les médiums, déjà, je ne leur ai pas dit que je les testais. Je leur ai dit que je voulais faire un livre d'entretien. Donc, c'est vrai que ce livre, c'est aussi des entretiens avec les médiums sur leur vie, leurs capacités, leurs ressentis, comment est-ce qu'ils sont sûrs de parler avec des défunts, etc. etc. Et pendant ces séances d'interview, moi, je leur avais juste demandé de faire une petite séance de médiumnité pour voir si des défunts se présentaient. Et au début, on ne ciblait pas du tout mon père, on ne ciblait rien du tout. Je voulais juste voir ce qui spontanément se présentait, pour donner la chance à mon père de spontanément venir se manifester. Donc ça s'est produit, mais à côté de mon père, il y a aussi d'autres gens qui sont venus, comme tu le dis. Il y a ma grand-mère, mon grand-père, des gens que je n'attendais pas spécialement, et qui ont... c'est ça qui renforce aussi la réalité de ce phénomène de la médiumnité, c'est que on est dans une ouverture, on est dans un réglage. C'est comme si là, tout d'un coup, on allumait une radio et puis on était sur telle fréquence et on affine une fréquence et tout d'un coup, on capte d'autres stations. Et là, le médium, c'est pareil. Il est sur une fréquence qui est la nôtre, où on ne voit pas tout le monde invisible qui nous entoure. Puis tout d'un coup, il change un peu son tuning à l'intérieur de son cerveau. Alors, je ne sais pas comment il fait. Enfin, c'est pas mal. Il explique pas mal. C'est très bien. Et d'ailleurs, on voit que ça devient, au fur et à mesure du livre, le test presque change. C'est-à-dire que c'est plus tellement le test de ce qu'il y a une vie après la mort, parce qu'on en est convaincu assez rapidement en fait, et très vite ça devient quels sont les mécanismes de communication avec les défunts, comment font-ils, enfin on rentre vraiment dans le détail au fur et à mesure du livre. Oui, parce qu'à la fois ça me permet de vérifier que les médiums ne sont pas dans l'imagination, et puis ça me permet de comprendre aussi pourquoi la communication médiumnique avec les défunts, c'est pas non plus un interphone avec l'au-delà. Ah oui, dès qu'ils sont paniqués, dès qu'il y a un stress qui arrive dans la séance, on sent que la communication est coupée instantanément. Oui, c'est l'exercice d'une forme de sixième sens, d'une forme de super intuition, donc c'est hyper fragile. C'est hyper fragile, parce que justement, on est des individus de chair et d'os, avec une psyché qui s'est construite sur 5 sens depuis notre plus tendre enfance. Donc tout notre appareillage de captation de la réalité s'est façonné d'une certaine manière. Donc ça veut dire que ça a aussi éteint ou rendu atrophié presque d'autres outils de captation, parce qu'ils n'ont pas été développés dans notre culture. Il y a d'autres cultures qui donnent beaucoup d'importance aux rêves, par exemple. Et du coup, dès le plus jeune âge, les enfants vont être habitués à raconter leurs rêves et vont avoir une facilité déconcertante à se rappeler les 5 rêves qu'ils ont fait dans la nuit, alors que nous, péniblement, on se rappelle d'un, voire de 2, et encore que par bribes. Donc le médium, c'est pareil, c'est quelqu'un qui va être capable de laisser émerger en lui ces perceptions extrêmement fragiles et de surtout les discerner de son imagination et de son monde mental. Et puis de faire ce constant aller-retour entre ses perceptions fragiles et son interprétation pour le permettre de le retransmettre au client ou à la personne vivante en face de lui. Mais c'est fragile, c'est sujet à petit accident, à mauvaise interprétation, etc. Ça passe par son filtre. Ça passe par son propre filtre. Donc c'est pour ça que la communication médiumnique, c'est pas tu me poses une question, je te réponds parce que j'ai parfaitement entendu ta réponse et puis je peux parfaitement te répondre. C'est beaucoup plus fragile. Et c'est cette fragilité qui pour moi renforce aussi la réalité de ce phénomène de médiumnité que je voulais clairement expliquer et aussi je voulais permettre aux médiums de l'expliquer. D'ailleurs, tu donnes des mises en garde. D'ailleurs, en cas de consultation de médium, il y a quand même 2-3 points qui sont très importants à respecter pour les personnes qui nous regardent. On n'est pas dans la magie, on est dans quelque chose qui est réel, qui est possible, mais c'est pas Harry Potter, quoi. Avec l'INRES, ça a contribué à essayer d'ouvrir un petit peu la parole sur tous ces sujets qui étaient quand même très tabous en France. Et puis je trouve que le tour de force que tu as fait, c'est que tu as réussi à aller solliciter des personnes qui étaient vraiment plus que crédibles, référentes, dont on ne pouvait pas vraiment remettre la parole en cause. Donc ça a d'emblée pu permettre ce dialogue. Mais
il reste quand même un scepticisme ambiant très très puissant. J'ai regardé certaines des interviews que tu avais eues, une notamment au Canada, où on te demande mais est-ce que ça vous a pas fait perdre un peu de crédibilité de journaliste de vous intéresser à ces sujets-là? Donc il y a encore des grosses résistances, Non, non, non. j'ai le sentiment, face à ces sujets, quoi. Est-ce que tu sens que ça s'ouvre un petit peu peut-être Oui, en ce non, moment? enfin, oui, il y a des résistances, mais franchement, je m'embarrasse pas de ça. Mm. Je pense qu'il y a. Moi, je fais mon travail sérieusement. Je suis Mm. journaliste, je ne suis pas devenu gourou ou leader d'un groupe spirituel, je reste journaliste. Ce Mm. que j'ai fait dans le test, c'est le journalisme. Donc on peut m'attaquer sur plein de choses, mais pas sur la sincérité de ma démarche et sur le fait que j'ai vraiment bien bossé mon sujet, quoi. Ouais. Donc ça fait 15 ans que je bosse là-dessus. Mm. Donc pour savoir ce que pourraient être les explications alternatives à la médiumnité ou ce qui pourrait expliquer, soi-disant, rationnellement une expérience de mort imminente ou toute autre chose, j'ai bossé le sujet, mais plus que n'importe quel Oui, journaliste qui tu as voudrait... éliminé toutes les options Bah, qui te semblaient. je les ai éliminés, mais surtout j'ai rencontré des gens qui les ont éliminés, qui ont Mm. travaillé dessus, des gens compétents. Mm. Euh, Oui, tu évoques le docteur Charbonnier, par exemple. mais il y a lui, mais il y en a plein plein d'autres ouais. qui ont Mm. fait des vraies recherches sur ces sujets-là. Donc je pense que le travail qui est le mien et qui est celui de l'INRES aussi, c'est simplement un travail sérieux de compilation d'informations, de rencontres avec des chercheurs, des médecins, des psychologues, des psychiatres qui ont travaillé sur toutes ces expériences-là, et on leur donne la parole on les laisse exprimer ce qu'ils ont découvert, et du coup on n'est pas en train de vendre un système prêt à l'emploi spirituel avec voilà c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. On dit voilà il y a certaines constances qui sont quand même importantes à souligner et qui nous indiquent qu'effectivement il y a peut-être une dimension spirituelle à l'être humain qui est une réalité. Mais après, on reste dans l'interrogation, on reste dans le doute, on reste dans le questionnement. Le meilleur exemple, c'est le test. Voilà, j'ai pas fait un livre, je vais vous expliquer comment on vit après la mort. Je fais un test. Alors, ça va être ma dernière question. Je la pose à toutes les personnes qu'on rencontre. De toute ton expérience, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent sur qu'est-ce qu'on peut faire chacun au quotidien pour participer au réenchantement du monde? Bah, se réenchanter soi-même déjà. Voilà, si on est quelqu'un d'épanoui et d'heureux, eh ben, ça rayonne, ça rayonne. Et ça, j'ai découvert ça dans une église en Inde il y a plus d'une dizaine d'années, où j'ai appris la mort prochaine de mon grand-père alors que j'étais en reportage en Inde. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller dans une église, et c'était un dimanche des rameaux. Alors je ne savais même pas ce que c'était que les rameaux, j'ai une culture religieuse assez réduite. Sauf que dans cette église-là, j'ai vécu un contact avec mon grand-père. J'ai vécu une expérience absolument extraordinaire, transcendante, de communion avec lui. Lui, il était en train de mourir, il est mort quelques jours plus tard. Et, et j'ai été bouleversé, je suis sorti en larmes de l'église, et je suis sorti de cette église en me disant, voilà, dans cette église, il y avait quoi? Il y avait 200, 300 personnes qui priaient ensemble, qui étaient dans une même énergie d'amour. Et cette énergie m'a permis d'être en contact avec mon grand-père. Et cette énergie-là, elle peut sauver le monde en une fraction de seconde. On est souvent assez dépité et même inquiet de voir ce qui se passe dans notre monde, les résultats de certaines élections, etc. Oui. Mais c'est la liberté, ça. C'est la liberté. Et cette liberté qui parfois nous fait arriver dans des endroits ou dans des circonstances un petit peu effrayantes, elle nous permet aussi de faire exactement l'inverse. Dans chaque ombre, il y a autant de lumière. Et c'est parce que justement il y a de l'ombre qu'il y a de la lumière. Et ça, moi j'en suis vraiment convaincu. Et cette lumière, elle commence en chacun de nous. Chacun à son Avant de niveau, gueuler en à sa disant oh là portée. là, la classe politique c'est désastreux, avant de commencer à gueuler et à mettre sur les autres ce qui ne va pas, déjà il faut essayer de se soigner. Et si on arrive à se soigner soi-même, si on arrive à être soi-même apaisé et serein, eh ben, c'est tout gagné. Et comment on fait ça? Il faut réussir à discerner en soi ce qui est du domaine des peurs, des fantasmes, de l'imaginaire, des choses qui ne sont pas réglées, de notre vrai monde intérieur. Et quand on arrive au fil de l'existence à discerner de plus en plus nos richesses intérieures, qui nous met en connexion avec cette dimension invisible, eh ben c'est juste gagné, quoi. Et comment on fait ça? Il faut réussir à trouver dans son existence chaque jour un petit moment où on permet à ce monde invisible de nous contacter. Ça peut être la méditation, ça peut être d'autres pratiques, mais stopper le temps, penser à soi, se rendre disponible. Et on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est vraiment pas tout seul.
On a une foule d'anges gardiens autour de nous, de gens bienveillants dans ce monde-là, qui sont peut-être nos ancêtres, qui sont peut-être d'autres entités, j'en sais rien. Si on leur demande pas de nous filer un coup de main, ils le font pas, hein, elles sont pas intrusives. Donc ils ennuient, ils se tournent les pouces, ils attendent. Mais quand on leur demande de l'aide et quand on arrive à C'est une pas vision amusante. et quand on arrive à pas mélanger surtout les signes que l'on voit avec simplement notre construction imaginaire, ben, je peux t'assurer que ce monde-là, il se démène pour nous et voilà. Et en fait, ce monde, voilà, il est à l'image de nous-mêmes. Donc, si on élit des gens qui nous font peur, bah, faut déjà soi-même à l'intérieur essayer de résoudre cette peur et puis tout d'un coup, elle se projettera sur le monde autour de nous. Un immense merci Stéphane pour Merci ce beau beaucoup. conseil. Merci.